Bonjour à toutes et à tous, voici enfin une nouvelle vidéo depuis le temps. Ça va faire je crois 2 mois qu'on n'a pas fait de vidéo. Donc voici une nouvelle vidéo sur les techniques anti-piratage dans les consoles de jeux. On va parler cette fois-ci du CIC, non pas de la banque évidemment, mais du dispositif qu'a utilisé Nintendo sur la NES, la Super NES et la Nintendo 64. D'ailleurs donc cette vidéo sera découpée en 3 parties. Une partie sur la NES, une partie sur la Super NES et une partie sur la N64. On va commencer donc cette fois-ci sur la NES, générique. Commençons par la NES, sortie chez nous en 1985. 2 ans plus tôt, en 1983, Nintendo sort sa Famicom pour Family Computer au Japon. Cette console était beaucoup plus puissante que la concurrence et fut un énorme succès. Niveau technique, elle fut animée par un processeur Rico 2A03 basé sur le 6502 de MOS Technology, mais cette fois-ci cadencé à 1,78 MHz en mode NTSC et 1,77 MHz en mode PAL. C'est le même processeur trouvé sur les ordinateurs de chez Commodore, comme le Commodore 64, sur les consoles et ordinateurs Atari, et aussi dans l'Apple II. Côté graphisme, la Famicom utilise un PPU, Picture Processing Unit, 8 bits de chez Rico, avec une définition de 256 par 240. Et côté audio, la NES possède un chip sonore intégré au 2A03 avec 5 canaux audio programmables. Cependant, chaque canal audio a un instrument qui lui est dédié. Enfin, la NES embarque également 2 kilo-octets de mémoire vive et 2 kilo-octets de mémoire vidéo. Cette console sera un grand succès, et voyant cet engouement au Japon, Nintendo voulait exporter leurs produits au-delà des frontières japonaises, et notamment aux USA. Mais cette même année 1983 marqua un événement majeur aux USA et en Europe, le crash du jeu vidéo, où à cause de jeux de mauvaise qualité et également d'entreprises avides d'argent, beaucoup de personnes pensaient que le jeu vidéo était mort, comme le titraient certains journalistes français. Les jeux vidéo qui ont tant fait fureur se révèlent n'avoir été que des jeux de paille. En 4 ans, le public s'en est lassé. Pour se vendre alors aux USA, Nintendo devait impérativement contrôler quels jeux sortaient sur sa console, et donc travailla à équiper sa Famicom d'un dispositif permettant la licence de jeux vidéo. La condition posée par Nintendo à l'époque était que les jeux devaient être validés ni plus ni moins par le PDG de Nintendo de l'époque, Hiroshi Yamauchi, pour redorer le blason des jeux vidéo aux USA et en Europe. Les jeux ainsi validés arboraient le sacro-saint Licensed by Nintendo sur la boîte, indiquant que le jeu a été validé par le constructeur lui-même. De plus, la Famicom, qui deviendra la NES pour Nintendo Entertainment System, changera de look pour être plus proche des magnétoscopes et toute mention jeux vidéo sera évitée dans les campagnes marketing aux USA et en Europe et remplacée plutôt par une notion de jouet, avec le slogan « Plus c'est intelligent, plus c'est amusant ». Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est amusant. Donc pour garantir un bon niveau de qualité, la NES était dotée d'une puce anti-piratage vendue comme un système permettant d'assurer aux consommateurs que le jeu a bel et bien été validé par Nintendo. Mais comment fonctionne cette puce? Ce système anti-piratage se base sur un paradigme clé-serrure inventé par Nakagawa Katsuya et qui est assez simple en apparence. La console a en son sein une puce appelée le CIC, qui est un microcontrôleur Sharp 4 bits SN590 avec un microcode développé par Nintendo. Ce code est exécuté en parallèle avec la même puce contenue dans la cartouche de jeu. La puce dans la console calcule des données qui sont ensuite transmises à la puce sur la cartouche.
Puis, la cartouche renvoie des données calculées, ce que la console renvoie à la cartouche, etc. Si la réponse correspond à ce que la puce attend, la cartouche est donc acceptée et le jeu démarre. Sinon, si la puce est manquante ou bien si la réponse est incorrecte, un pin de la puce CIC est directement connecté à la ligne gérant le reset du CPU de la NES, la même ligne qui est utilisée par le bouton reset, ce qui provoque le redémarrage de la console à chaque essai et le clignotement de la LED en façade. Légalement, cette puce était la propriété de Nintendo, donc l'entreprise devait être certifiée pour pouvoir sortir ses jeux sur la console. De plus, Nintendo appliquait un region lock sur ses jeux, c'est-à-dire que le CIC n'autorisait pas les jeux américains à fonctionner sur une console européenne et inversement. Dans les faits, la puce CIC PAL, donc européenne, contenait son propre microcode qui ne correspondait pas au microcode inclus dans la cartouche NTSC américaine. Cette puce a certes permis la renaissance du marché du jeu vidéo aux USA et en Europe, en fournissant aux consommateurs un gage de qualité. Mais évidemment, cette puce n'était pas parfaite et des méthodes pour la contourner sont apparues. Il y avait plusieurs solutions pour lancer un jeu non autorisé sur la console. La méthode la plus brutale était d'envoyer une impulsion électrique vers la puce sur la console pour la bloquer temporairement, mais cela pouvait également griller la console. Pourtant, c'était ce que faisaient certaines entreprises comme Color Dreams, avec un condensateur et un régulateur de tension inclus dans leur cartouche, qui se chargeait puis se déchargeait dans le CIC via la broche dédiée. Nintendo a réagi en ajoutant une diode empêchant le passage du courant en cas de forte tension. Pour rappel, une diode est un dispositif laissant passer le courant d'un côté et le bloquant de l'autre. Il existe des diodes, comme la diode Zener, qui laissent passer le courant dans l'autre sens seulement si la tension dépasse un certain seuil. Une autre méthode était de bloquer la ligne reliant la puce au CPU pour l'empêcher de redémarrer. Mais cette technique demandait d'avoir certaines connaissances ainsi que le datasheet de la puce introuvable à l'époque. Une autre méthode consistait à utiliser, pour les jeux d'autres régions, un adaptateur qui utilisait une puce d'un jeu européen tout en démarrant un jeu américain à la place. Ceci fonctionnait pour outrepasser le region lock, mais il était également donc possible de lancer un jeu non licencié à la place. La dernière méthode est celle qui peut sembler la plus simple, faire de la rétro-ingénierie pour découvrir comment fonctionne vraiment cette puce. Tout commence avec une société du nom de Tengen, filiale d'Atari, vous savez, le grand responsable du crack du jeu vidéo. Les ingénieurs ont cherché à faire de la rétro-ingénierie sur le CIC, mais n'arrivaient pas à comprendre son fonctionnement. La dernière solution était de mettre la main sur le brevet entourant le CIC, nommé subtilement système pour déterminer l'authenticité d'une mémoire externe utilisée dans un processus d'information. Les avocats de Tengen ont eu l'idée de contacter l'office gérant les brevets aux USA et ont simplement demandé l'accès au dossier, prétextant qu'ils étaient en train de constituer un dossier contre Nintendo. Évidemment, une fois le brevet reçu chez Tengen, les ingénieurs ont pu s'atteler à leur création, à savoir une puce remplaçant le CIC. Sortie en 1988 et nommée Rabbit, elle était une copie du CIC et utilisée dans beaucoup de jeux de chez Tengen, comme par exemple Shinobi, Roadrunner, et évidemment Tetris. A savoir que pour Tetris, une autre version était développée par une autre entreprise que Tengen et qui avait reçu les ferveurs de Nintendo. Évidemment, tout ceci n'a pas du tout plu à Nintendo, qui a intenté un procès contre Tengen pour infraction au copyright, qui s'est terminé en 1992. Tout ceci arrivant en fin de vie de la NES, Nintendo travaillait déjà sur sa prochaine console, la Super Nintendo. Et voilà, c'est la fin de cette première partie sur la NES. On continuera prochainement sur la Super Nintendo qui avait en son sein une nouvelle version du CIC. Alors il n'y a pas eu de partie parlant de développeurs qui protégeaient leurs jeux, etc.
Parce que il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le marché du jeu vidéo sur console était quasiment dévasté, enfin, en tout cas aux USA et en Europe. C'était surtout Nintendo qui voulait protéger la NES d'éventuels piratages, surtout pour éviter d'être responsable d'un nouveau crash du jeu vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve la prochaine fois pour la Super Nintendo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important, et à partager la vidéo. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!